Bon les BizDev, je fais cette vidéo pour vous donner 12 conseils pour que vous soyez des pros en prospection téléphonique. D'ailleurs, tiens, il y a des fois on me dit, mais Maxime, tu penses que ça marche encore la prospection téléphonique? Je vais vous dire un truc. Tant que vos contacts ont leur téléphone greffé dans le prolongement de leur bras et ils passent la journée dessus ou dans leur poche, je pense que leur passer un coup de fil, ça reste le moyen le plus simple et le moins cher pour remplir votre agenda de meeting business. Néanmoins, c'est pas un exercice facile et c'est pour ça que je vais vous faire bénéficier de mes 15 ans d'expérience et des 80 000 appels sortants que j'ai dû passer tout au long de ma carrière pour vous mettre tout de suite dans le droit chemin et que vous puissiez en fait voir ce qui fonctionne pas et ensuite pouvoir faire votre propre script de prospection téléphonique. Bon, on y va, go. Cette présentation, je l'ai intitulée plutôt les 12 travaux du cold call. C'est très mystique comme titre. Ok, go. Un objectif tu auras. Vous savez, en prospection téléphonique, même vous, vous pouvez vous dire pourquoi vous prenez le téléphone. C'est quoi l'idée? Quel est votre objectif? C'est la première chose. Ça peut paraître simple, mais c'est vraiment un basique. C'est pour prendre un rendez-vous au téléphone. Si on fait de la prospection, c'est pour prendre un rendez-vous. Donc vous allez me dire, Maxime, le titre c'est prendre un rendez-vous par téléphone. Bien sûr que c'est ça l'objectif. Oui, mais des fois, quand je suis en coaching, je vois des commerciaux quand ils ont accroché leur prospect qui a un point d'intérêt, et trop souvent, au lieu de prendre le rendez-vous tout de suite et de le verrouiller, ils commencent à argumenter et ils continuent et ils s'emballent et limite ils commencent un début de présentation. Et finalement, la conversation elle s'enlise, on discute et ça finit par envoyez-moi une plaquette, je suis pas dispo, etc. Alors que si l'objectif c'est vraiment de prendre un rendez-vous, quand votre prospect vous sentez qu'il y a un point d'intérêt, il faut tout de suite en fait pouvoir l'amener sur l'agenda. Donc objectif 1, si vous passez des coups de fil, c'est pour prendre un meeting. À la rigueur, on pourrait avoir un deuxième objectif, ça serait de prendre un maximum aussi d'informations commerciales. Effectivement, quand vous allez passer des coups de fil, vous n'aurez pas forcément toutes les bonnes personnes au téléphone. Vous pouvez avoir d'autres membres de l'équipe, une assistante, etc. Par contre, ces personnes-là, ça peut être des mines d'informations pour qu'après vous puissiez préparer vos relances. Donc n'hésitez pas à prendre des infos auprès des interlocuteurs que vous avez et peut-être même des informations de qualification qui vous permettront après de savoir, même si ça vaut le coup ou pas, de relancer le prospect sur des prochains appels, etc. Donc allez, premier conseil simple. De méthode, tu changeras. C'est quoi l'idée de la méthode qu'il faut changer? En fait, si vous voulez, aujourd'hui, moi, j'ai vu, peu importe des prospects, des acheteurs, des fondateurs, peu importe les contacts que vous appelez, j'en ai vu qui sont devenus complètement réfractaires à toute action de prospection. Il y a même des gens qui disent, tiens, en quelques secondes, je savais que c'était un téléprospecteur que j'avais au téléphone, boum, je lui ai raccroché au nez, j'arrive à les renifler à 10 000 mètres, etc. En fait, les gens, je sais pas pourquoi, mais ils ont développé une sorte de haine des téléprospecteurs, et c'est pour ça que c'est indispensable aujourd'hui de se différencier de ces gens-là, si vous voulez pouvoir avoir des échanges qualitatifs au téléphone avec vos contacts. La chance qu'on a, c'est qu'en fait, les télépros qui font de la prospection téléphonique, aujourd'hui, ils ont quasiment toujours les mêmes méthodes. La première, leur phrase commence toujours par bonjour, prénom, nom, entreprise. Bonjour, c'est Maxime Paris, SFR. Et dès que les gens entendent ça, ils disent allez, c'est bon, case téléprospection téléphonique. Deuxième chose de leur méthode, généralement les télépros ont toujours une espèce d'offre exceptionnelle. Et déjà ça, les interlocuteurs se disent ouais c'est quand même assez rare que des inconnus vous appellent finalement pour vous faire gagner des choses. Ça c'est la deuxième chose. Et la troisième, et je pense que c'est celle-là aussi qui peut être frustrante en prospection téléphonique quand on est en tout cas la personne au bout du fil, c'est qu'on sait que ces gens-là, ils ont une espèce de trame, un script où ils répondent à toutes les objections. Et je pense que c'est ça aussi qui frustre les contacts, c'est qu'ils savent qu'ils vont rentrer dans une espèce de machine où personne va les écouter, mais au contraire, on va tout le temps les forcer coûte que coûte à prendre des meetings sur l'agenda pour telle et telle solution. Donc si vous voulez, si on change de méthode, ce qu'il faut pas faire, c'est « Bonjour, je m'appelle Maxime SFR, j'ai essayé de vous proposer » et puis commencer à avoir une sorte de script à objection. Cette méthode-là, il faut la changer. En plus, je vais vous dire un truc. Quand vous commencez par prénom, nom, entreprise, souvent, les formateurs en vente, il y a 15 ans, nous disaient qu'il fallait faire ça parce qu'il fallait que les contacts puissent nous identifier en face. Et c'est pour ça que les commerciaux commençaient par prénom, nom, entreprise. C'est pas con en soi, ça se tient comme idée. Mais si vous, ni votre marque,
est connu de l'interlocuteur en face? Est-ce qu'il va pouvoir vous identifier? S'il connaît pas Maxime Paris, il m'identifiera pas. Si ma marque, elle est inconnue au bataillon, il l'identifiera pas non plus. Donc cette technique-là est vraiment à remettre dans le contexte, celle des télépros, parce que, à mon avis, elle marchera sûrement pas pour vous. 3. La courbe d'intérêt, tu maîtriseras. Vous savez, l'intention des prospects au téléphone, c'est quand même très diffus, c'est rapide, on va pas faire des appels de 15 minutes. Souvent, je la compare à l'électrocardiogramme que vous avez dans les hôpitaux. Ça monte et ça descend. Et l'idée, pour pouvoir prendre un rendez-vous téléphonique, bah, ça va être de venir titiller la courbe d'intérêt du prospect, parce que mine de rien, si il va vous donner de son temps plus tard pour un rendez-vous, ça veut dire qu'il a envie d'en savoir plus. Donc en fait, tout le jeu pour prendre un rendez-vous au téléphone, c'est de venir attiser sa curiosité. Un peu comme l'électrocardiogramme. Si vous êtes au niveau 0, l'attention du prospect est mort, vous finirez par envoyer des plaquettes par mail. Donc en fait, avec des techniques de vente, l'idée c'est vraiment de pouvoir venir rehausser cette fameuse courbe d'intérêt. Ok, on efface et ça repart. 4. Avec le diva, tu séduiras. En fait, du moment où on passe en mode prospection téléphonique, forcément, vous avez une liste d'outils, vous êtes sûrement derrière votre CRM, vous avez peut-être un casque accroché sur la tête dans le but de vous libérer les mains et de pouvoir prendre vos notes. Et après, finalement, l'ultime outil que vous avez, c'est votre voix. Et c'est important de pouvoir contrôler sa voix en prospection téléphonique, parce qu'on va vous juger ou même vous personnaliser en fonction de ça. Donc en fait, le D, c'est le débit. En prospection téléphonique, il faut pas parler trop vite. Il faut contrôler son débit. Là, on est en mode vidéo, formation. Il faut que ce soit un peu punchy. Je peux me permettre d'avoir un débit un peu rapide. Mais si jamais je passe en mode prospection téléphonique, ça peut être intéressant de ralentir les phrases pour justement on puisse être bien compris de l'interlocuteur qu'on a en face. Donc ça, c'est le D, débit. Le I, c'est l'intonation. L'intonation, il y avait des formateurs en vente qui pendant longtemps nous ont dit qu'il fallait sourire au téléphone parce que le sourire, ça s'entend au téléphone. Et j'ai même vu, moi, des fois en session, des commerciaux, il était fin de journée, 17 heures, ils avaient du mal à prendre des rendez-vous et ils se disaient si je prends pas de rendez-vous, c'est que je souris pas assez. Et ils rappelaient comme ça en souriant de plus en plus. Il y en a même des fois, ils ont eu des crampes aux zygomatiques. Hein. Ça fait mal de sourire toute la journée comme ça au téléphone. Et il n'y avait pas plus de rendez-vous finalement. En fait, ce que j'ai remarqué, moi, sur l'intonation, si je peux vous donner un conseil, c'est plus faire preuve de mimétisme. Adaptez-vous aux gens que vous avez en face. Si vous avez des gens qui sont sympas, qui sourient, bien sûr, souriez et soyez sympa. Mais si vous avez des mecs qui sont pressés, soyez pressés. S'il y a des durs, soyez durs. Adaptez-vous aux gens que vous avez en face, parce que généralement, les gens aiment bien les gens qui leur ressemblent, et ça vous permet de communiquer de la même manière. Vous verrez, essayez, et vous m'en direz des nouvelles, notamment même dès à présent en commentaire. Le V, c'est le volume, pas parler trop fort. Surtout que vous savez, maintenant, les années 80, c'est fini. On n'a plus de bureau personnel dans les entreprises. On peut être sur des bureaux collectifs, open space, etc. Et c'est vrai que si tout le monde rehausse la voix au téléphone, on s'entend plus, en fait, tout simplement. Sachez que la sonde là, de votre casque, c'est pas un micro de sonde spatiale internationale. Ça veut dire que votre prospect, il vous entend très bien, en quelque sorte. Donc, en fait, tout simplement, parler normalement, quoi. Et le A, c'est l'accentuation. Vous savez, les prospects vont juger de l'intérêt de vous recevoir. En une punchline, il y a une phrase. Il y a une phrase qui va attiser leur curiosité. Il y a une phrase qui va attiser leur attention. Et c'est sur ça où ils vont se dire, bon, tiens, ça vaut le coup que je leur donne un peu de mon temps la semaine pro, etc. 5. Influencer, tu sauras. Vous savez, même on avait vu juste avant, il faut se remettre un peu dans le contexte. Les gens que vous avez appelés, ils vous connaissent pas, ils sont en train de bosser. Ils sont pas encore aptes dans un premier temps à écouter une offre commerciale exceptionnelle. Généralement, ça peut même être un rebutoire. Il y a un bouquin qui est très bien en vente qui s'appelle Les 7 leviers d'influence. Vous l'avez peut-être déjà d'ailleurs vu, Les 7 leviers d'influence. C'était un bouquin qui a pendant longtemps fait les têtes de gondole de magasins comme la Fnac, etc. de Cialdini.
C'est un Cialdini. C'est un sociologue américain qui a fait en fait dans son livre des expériences sociales où il arrive à déceler 7 leviers sur la vente. Vous pouvez acheter un aparté, vous pouvez acheter ce bouquin, il est très sympa. Ou vous pouvez même aller directement sur Wikipédia, taper les 7 leviers d'influence Cialdini et vous pouvez les lire. Ça vous prendra 5 minutes. Je vais pas vous refaire les 7 leviers là dans ce cours-là, mais par contre je vais vous en parler que d'un et un qui a du sens en prospection téléphonique. Celui dont je voulais vous parler, c'était celui en fait de la preuve sociale. Cialdini nous explique que les gens sont rassurés par des services qui sont déjà utilisés par d'autres personnes. Et il prend notamment l'exemple, vous savez, des terrasses dans les restos. Souvent, on dit, si vous avez 2 terrasses, dont une qui est vide et une qui est pleine, vous vous dites, tiens, je vais aller sur la pleine parce qu'on mange mieux. Vous vous dites pas, tiens, je vais aller sur la vide parce que je vais manger plus rapidement. Et en fait, c'est vrai que le monde attire le monde. C'est ça la morale de cette histoire. Ça veut dire qu'au téléphone, plutôt que de citer des offres commerciales exceptionnelles, citez plutôt des exemples clients. Donc aujourd'hui, moi, je vois déjà des commerciaux qui le font, ça. Tenez, monsieur Durand, je vous appelle, vous savez, je travaille avec Fnac, avec Darty, avec Carrefour. Mais souvent, quand ils vont l'utiliser, ils vont plus faire un déballage de noms de logos. Et généralement, ils vont aussi prendre un peu leurs beaux clients, les gros clients, ceux qui sont connus et reconnus, donc ça peut être des grands groupes. Mais je vais vous dire un truc, si vos contacts ne sont pas des grands groupes, ils sont des entreprises, des PME ou des boîtes locales, déjà de un, ils vont pas du tout se reconnaître dans ces logos-là. Et en plus de ça, défiler des logos avec juste leur nom, ça apporte aucune valeur aux prospects. Au contraire, ça fait un peu le bombage de torse, quoi. Je vais vous apprendre comment on travaille. Donc moi, ce que je vous préconise, c'est plutôt de citer une suite de logos de manière discontinue. Je vais plutôt vous préconiser d'en choisir une de preuve sociale. Choisissez un seul cas client. Un cas client, ça fonctionne très bien. Et plutôt que de juste citer le logo, citer un cas d'usage, citer une histoire avec les enjeux qu'avait ce prospect-là, avec les problématiques. Et c'est généralement aussi comme ça que peut-être les professionnels vont réussir à se reconnaître à l'intérieur. Vous savez, c'est très dur au téléphone, quand on appelle un inconnu, de lui dire « je vous appelle parce que vous avez des problèmes et je vais les régler ». Surtout quand on vend de l'innovation. Vous savez, les gens en soi, ils vous attendent pas, ils n'ont pas de problème. Ils font leur vie, ils travaillent. Après, il y a des solutions qui peuvent leur permettre de travailler mieux et d'aller plus vite, mais en soi, leur manière de bosser, elle est comme ça et ils n'ont pas de problème. Alors que peut-être de leur citer le cas du client qui leur ressemble, leur expliquer les enjeux qu'il avait, comment il pouvait perdre du temps à l'époque et ce qu'il a gagné, généralement, c'est très efficace pour attirer l'attention, du moins sur un appel court. La secrétaire, une alliée, tu te feras. Bon, j'ai mis secrétaire, mais ça pourrait être l'assistant féminin, masculin, peu importe le genre. En tout cas, ça sera la première personne qui décroche le téléphone. Il y avait nos formateurs de vente, il y a longtemps, ils avaient un cours qui s'appelait le barrage secrétaire. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà vu des intitulés comme celui-là. Moi, j'aime pas beaucoup ce mot-là de barrage secrétaire, parce que souvent, quand je vois des commerciaux qui partent dans cet état d'esprit-là, de rentrer dans des barrages secrétaires, ils prennent toujours une espèce de posture un peu semi-agressive. Et je leur dis, mais les mecs, avec cette posture semi-agressive, vous avez aucune chance. Vous savez, l'assistant ou l'assistante, c'est des gens, ils sont là comme tout le monde, ils bossent. Euh, Ils ont la confiance totale de l'entreprise. Ils sont chez eux, en fait, quand vous les appelez. Vous ne pourrez jamais rentrer avec une posture semi-agressive. Au pire des cas, ils vont, ouais, s'ils aiment pas votre approche, ils pourront écrire votre nom et votre prénom là en post-it à l'accueil et vous serez tricard sur 4 générations de cette entreprise-là. Mais la seule solution, c'est de pouvoir en fait vous en faire des alliés. Après, je vais vous dire, il y a deux choses pour avoir aussi les bons interlocuteurs au téléphone. Des fois, commencer par faire du simple. Bonjour, prénom-nom pour prénom-nom. Bonjour, c'est Maxime Paris pour Gustave Martin, s'il vous plaît. Voyez. Ou ça peut être sur un tonton de voix. Bonjour, madame, monsieur Martin, il est arrivé au bureau là ce matin. Faites des phrases simples. Des fois, dans le cas de figure 2, il y a l'assistante qui peut vous rajouter la question « et c'est pourquoi ?» Et des fois, au c'est pourquoi, je vois deux types de commerciaux. Il y a ceux à qui on a dit il y a ceux à qui on a dit tu lâches rien, tu fais pas de pitch aux assistantes, il te faut des décisionnaires.
Et là, eux, ils lâchent rien. Ils veulent rentrer dans le tas, ils prennent leur posture. Là, on n'est plus sur du semi-agressif, c'est de l'agressif tout court. Et ils vont être tricards pendant 15 années, eux et leur marque, au standard téléphonique. Et puis, il y a ceux qui craquent et puis ils font tout leur pitch commercial. Je vais vous dire un truc. Dans cette question, là, du c'est pourquoi, mettez-vous à la place de l'assistante. Pourquoi elle vous demande ça? Bah, tout simplement que juste après, elle va appeler en interne l'interlocuteur que vous voulez. Ouais, tiens, monsieur Martin. Et monsieur Martin va lui dire, bah ouais, ok, c'est qui, c'est pourquoi. Et c'est pour ça qu'elle vous le demande, parce que ce sont simplement les mots que elle va restituer après à l'interlocuteur que vous avez envie d'avoir. Et c'est sur ces mots-là qu'il va juger de l'intérêt de vous rencontrer. Par contre, vous savez, un pitch commercial, même pour vous, là, les commerciaux, qui êtes dans vos structures et qui y travaillé peut-être depuis un certain temps, c'est pas facile à restituer. Vous vous entraînez à faire votre pitch commercial. Comment vous voulez qu'une assistante qui vous a donné une attention de 10 secondes puisse répéter dans de la meilleure des façons un pitch commercial à l'interlocuteur direct au téléphone? C'est impossible. C'est impossible ce que vous lui donnez là comme élément. Et en plus de ça, au téléphone, si vous faites le pitch en entier, ça veut dire que c'est vous qui lui donnez ce pouvoir de jugement. Mais elle vous a pas demandé un pouvoir de jugement pour vous dire vous passez ou vous passez pas. Ce qu'elle veut, c'est 3 mots simples pour que quand elle appelle monsieur Martin après, elle puisse faire une retranscription et que lui, on puisse plus juger. En plus, quand vous faites votre pitch commercial, dans 100% des cas, après, vous prenez une bâche, mais c'est pas qu'elle n'aime pas votre produit, c'est juste que monsieur Martin lui a dit aujourd'hui, je veux pas de télépro au téléphone, je veux bosser tranquille. Donc dès que c'est un pitch commercial, de toute façon, c'est tricard. Donc en fait, dans ce cadre-là, il y a peut-être 2 choses que vous pouvez lui donner. Un, vous pouvez lui donner 2 mots sectoriels. C'est pourquoi? C'est pour le recrutement des commerciaux. C'est pourquoi? C'est pour son système d'information. Faites des mots simples. Ça, c'est facile à retranscrire. Elle pourra facilement les répéter à monsieur Martin et après, il pourra juger. Ou sinon, deuxième solution, ça serait de la mettre dans une situation de travail. C'est pourquoi je lui ai envoyé plusieurs messages mail la semaine dernière et il fallait que je le rappelle parce que le projet, il faut qu'il avance. C'est pourquoi on était en train de s'écrire en message privé LinkedIn et puis je lui passe un coup de fil là parce que j'ai besoin d'avoir son avis. Et puis en fait, tout simplement, vous déroulez. Autre chose, si vous voulez vous en faire une alliée, il y a un moment où, en fait, il faut faire simple. Vous savez, une assistante, son métier, son rôle, c'est pas de barrer les routes des commerciaux. Il y a aucune assistante en France qui se lève le matin en se disant: «Je vais casser du commercial aujourd'hui», elles ont autre chose à faire. Ouais, je vous rassure. Mais généralement, leur métier, c'est un peu les milieux de terrain dans une entreprise. Généralement, elles s'occupent un peu de tout ce qui est organisation. Donc elles peuvent prendre des appels entrants, mais il y en a aussi, elles peuvent s'occuper, de toutes les préparations en termes du bureau. Elles font office manager. Des fois, c'est un peu aussi l'interlocuteur dédié que tous les collaborateurs vont venir voir pour faire des demandes, des requêtes, etc. Et ça veut dire que généralement, ces gens-là, ils ont un profil où en fait leur métier, c'est d'aider les gens. C'est ça finalement le métier de faire l'assistant, c'est d'aider les gens et les collaborateurs. Donc en fait, demandez-leur. Demandez-leur, Madame Machin, est-ce que je peux vous demander de l'aide? Posez-lui la question, est-ce que je peux vous demander de l'aide? Bah oui, comment je peux vous aider? Monsieur Martin, ça fait quelques fois là qu'on doit rentrer en contact. J'ai l'impression que je cours après. C'est quoi les meilleurs créneaux là pour l'avoir? D'habitude, il est plus au bureau tôt le matin, tard l'après-midi. C'est pas que j'ai pas envie de vous appeler tous les jours là, mais ouais, moi aussi, il faut que j'avance sur des sujets. Donc ça serait sympa si je peux faire un appel et l'avoir tout de suite, quoi. Et d'ailleurs, si vous pouvez lui mettre un petit mot quand vous le voyez que je l'ai appelé, ça permettrait d'avancer. Et elle va vous conseiller. D'accord? N'hésitez pas à dire, bon, je vais suivre vos conseils, je vais rappeler demain matin tôt, au pire des cas ou au meilleur des cas. C'est sur vous que je retomberai. Et vous verrez, suivez ces conseils, rappelez aux heures promises, et je vous promets que même après avoir rappelé 2, 3 fois, si vous n'avez pas eu monsieur Martin, il y a un moment, c'est elle qui va aller voir monsieur Martin et qui va lui dire: «Bon vas-y, j'ai quelqu'un là de bien au téléphone, prends-le et si tu veux pas, tu lui dis en personne». D'accord? Mais à un moment, c'est elle qui forcera l'interlocuteur à prendre ses responsabilités si vous a évité pendant, quelques appels, quoi. Une accroche, tu feras. C'est vrai qu'on a vu, vous savez, au point numéro 2, ce qu'il fallait pas faire. Mais peut-être ce qui serait intéressant là, ça pourrait être de voir ce qu'il faut faire. Donc une fois de plus, on va se mettre dans la peau de l'interlocuteur. Vous savez, les gens, quand vous les appelez,
ils sont en train de bosser, ils sont occupés, ils viennent pas au bureau en se disant: «Purée, j'espère que je vais me faire prospecter aujourd'hui ou faire des appels commerciaux». Ils sont, dans leurs affaires et même l'objectif d'une bonne accroche, je vais vous dire, c'est même pas de prendre un rendez-vous au téléphone. L'objectif d'une bonne accroche, c'est on va avoir quelques secondes pour avoir l'intention de l'interlocuteur. C'est-à-dire que quand il nous prend au téléphone, il est en train de faire d'autres trucs, il nous écoute d'une oreille et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il nous écoute d'une manière attentive. C'est vraiment ça, l'objectif d'une accroche et des gens qui vous connaissent pas, généralement, quand ils voient un numéro inconnu, qui apparaît sur leur téléphone, ils peuvent se poser toute une batterie de questions. Ils peuvent se dire: «Tiens, bah, c'est qui? C'est qui m'appelle?» Ils peuvent se demander, où on a eu mon numéro de téléphone. Ça, généralement, c'est une question qu'on se pose souvent, tu vois? Où, on a eu, le numéro. Ils peuvent se demander, bah, aussi pourquoi ils m'appellent et puis ils peuvent se demander, bah, qui vous êtes aussi les gars. Ah bah non, j'ai déjà écrit qui vous êtes. Qu'est-ce que vous lui voulez quoi? Tu vois? Pourquoi moi? Pourquoi? Et pourquoi moi? Et l'idée d'une bonne accroche, ça serait une accroche qui répond indirectement à ces questions, en fait, tout simplement. Et peut-être même qu'on pourrait, y placer notre, fameuse preuve sociale. Donc n'hésitez pas à y remettre du contexte. Et si on donne un exemple juste en, 2 secondes au téléphone, l'appel, il pourrait ressembler à quoi? Il pourrait ressembler à tiens, je vais prendre ça. Monsieur Martin, je vous appelle. J'étais sur votre profil LinkedIn, j'ai vu que vous étiez directeur commercial dans telle boîte. Ça a attiré mon attention. Juste en 2 mots, vous savez, moi je travaille avec l'entreprise X. Ils avaient un enjeu de rendre leurs commerciaux meilleurs en vente, etc. Je vous parle de ça. Je peux me présenter. En fait, l'idée c'est quoi? C'est remettez-y du contexte. Mettez-y votre preuve sociale de manière simple et limite à la fin, vous pouvez demander la permission. Vous savez, vous pouvez tout simplement demander la permission à l'interlocuteur de pouvoir aller un peu plus loin. C'est ça aussi ce qu'ils font les télépros, c'est que toujours on se sent obligé de rentrer dans leur pitch, demander est-ce que je peux me présenter? Et en fait, quand votre preuve sociale elle est sympa, qu'il y a un contexte professionnel qui est personnalisé, généralement les gens ils vont être quand même plutôt du genre à vous dire: «Ouais, bah, OK, vous êtes qui?» Vous voyez? C'est rare que là, on vous dise: «Non, vous pouvez pas vous présenter». Ils vont vous dire: «Vous êtes qui?» Et s'ils vous disent: «Vous êtes qui?» Vous êtes quasiment sûr que cette fois-ci, ils vont écouter des 2 oreilles là, pendant au moins, 20 secondes supplémentaires, OK? Donc n'hésitez pas à leur, demander la permission, tout simplement. Donc en fait, limite l'accroche. Quand vous construisez votre, pitch de prospection téléphonique, c'est la première partie. L'accroche, c'est la première partie, de votre pitch. La deuxième. Un effet waouh, tu exécuteras. Ce fameux effet waouh, ça va être celle-là, vous savez, la punchline. Je vous parlais d'une punchline pour attiser la courbe de curiosité, attiser la courbe d'intérêt, rendre les gens curieux. Il faut qu'ils aient envie d'en savoir plus. Et c'est à ce moment-là, c'est la meilleure opportunité pour pouvoir la sortir. Alors, comment on fait un effet waouh? Généralement, un effet waouh, c'est une phrase qui met en avant les avantages de l'offre et pas les caractéristiques. Là, je vais vous donner, des exemples qu'on voit dans la vie quotidienne qui fonctionnent, pas. On se donne un exemple, concret. Bah, tiens, vous faites quoi? Ah bah tiens, oui, on a monté un logiciel qui permet de, on a créé une agence qui permet de, c'est un cabinet, qui permet de, c'est un algorithme qui vous permet de. Je vous appelle parce qu'on a monté une application qui permet de. En fait, toutes ces caractéristiques, ça, la courbe d'intérêt là, on a le niveau 0. Donc avec la demande de permission, on a augmenté un petit peu l'intérêt. Application, machin, 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 caractéristiques, ça intéresse personne, quoi. C'est fin de non-recevoir. Je me souviens d'un client, il avait les logiciels de QR code que vous voyez dans les restaurants. Et il appelait les restaurateurs. Ouais, bah ok, vous faites quoi? Ouais, on a monté une application mobile, ça permet de. Non, non. Et chaque fois, il le coupait. Non, non, mais monsieur, c'est de la restauration qu'on fait chez nous, pas d'application mobile. Ça fait sur 15 générations d'Aveyronais qu'on a ce restaurant. Non, mais l'application, c'est pas pour vous, c'est pour vos clients. Non, 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 mais je vous ai dit non. On fait de la cuisine ici, monsieur. Merci, au revoir. En fait, les caractéristiques, ça intéresse personne. Donc, il y a un moment, c'est de se dire, mais c'est quoi l'avantage pour les prospects? On recommence.
Mais vous faites quoi du coup? J'ai une solution qui vous permet de servir plus de plats le midi là. Et quand c'est le rush, que vos clients ils prennent le café dans votre salle et pas au bureau là, parce que leur café il sort plus vite. Comme ça, votre ticket moyen il prend 1,20 € en plus sur l'addition à la fin quoi. On fait ça grâce à une application mobile, ok? Donc en fait, c'est d'abord l'avantage. Trouvez votre avantage métier et essayez de donner un exemple un peu concret. Je vous ai fait un exemple en freestyle là, qui est sûrement à retravailler pour qu'il soit un petit peu plus court, mais c'est un exemple de la vie réelle avec des mots métiers. Je peux vous permettre de servir plus de plats le midi et que vos clients, plutôt que d'aller prendre le café au bureau, ils le prennent dans votre salle pour votre ticket moyen, ils prennent 1,20 € de plus là à la fin du service. D'accord? Parce que ces histoires-là, elles font vrai. C'est-à-dire, ne sortez pas les 27% qui vous permet de, ne faites pas des punchlines commerciales, marketing qui pourraient s'afficher sur des abris de bus ou des panneaux de métro. Parlez normalement. Et on fait ça grâce à une application mobile. La courbe, il y a un moment, il faut le dire. Il faut que les gens ils comprennent aussi comment c'est fait, ça a du sens. Mais si on dit après l'avantage, on redescend, mais le niveau 0, on y est encore loin parce qu'on part d'une base qui est bien plus élevée. Ok? Et c'est pour ça que limite dans cette stratégie-là, c'est à ce moment-là que vous devez commencer à verrouiller le rendez-vous et à le poser, et pas commencer à descendre tous vos arguments commerciaux, parce que plus vous allez parler, plus ça va descendre là. Vous savez, plus vous parlez, plus les gens s'endorment. Donc en fait, généralement, il faut que vous ayez ce petit coup de main pour verrouiller le rendez-vous. Et faites simple, avec une question alternative, par exemple. Mais à la rigueur, Monsieur Martin, je vous parle de ça, mais il faudrait que je vous montre. Vous me direz si ça peut être intéressant pour vous. Pour rencontrer des futurs partenaires, vous êtes plutôt dispo avant ou après le service? Voilà, ça peut être dans ce sens-là. Ou tiens, Monsieur Martin, il faudrait qu'on fasse un rendez-vous de travail. En plus de ça, je pourrais vous donner, moi, des informations marché, vous parler de ce qui se fait aujourd'hui dans votre environnement, et on pourra même parler budget. Comme ça, vous aurez les éléments. Vous préférez le début ou la fin de semaine pour rencontrer des nouveaux fournisseurs? Si vous prenez votre rendez-vous, c'est là où il peut avoir du sens aussi de le qualifier. Une fois que le rendez-vous il est posé sur un agenda, n'hésitez pas à prendre quelques informations commerciales qui vont vous permettre de voir, bien sûr, si le prospect rentre dans votre cible de clientèle. Normalement, peu importe votre produit ou votre service, vous avez toujours un peu trois types d'infos qu'il faut aller chercher. Vous avez un type d'info qui va vous permettre de voir si c'est une opportunité business. Donc ça, vous le savez mieux que moi en fonction de votre service. Mais ça peut être, voilà, combien de collaborateurs vous avez, ça peut être combien de couverts vous servez le midi pour l'exemple de la restauration. Vous avez une information business qui vous permet de voir si votre client il est dans la cible. Il y a peut-être des catégories d'infos pour verrouiller sur les décisionnaires. Tiens, Monsieur Martin, on va se rencontrer tous les deux. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres interlocuteurs qui traitent ces sujets-là au sein de votre structure là, qu'on puisse à la rigueur faire un rendez-vous à trois et maximiser les échanges. S'il y a d'autres interlocuteurs, n'hésitez pas à prendre leur mail, vous, et à proposer de les mettre dans les invitations agenda. Soyez proactifs sur ça. Laissez pas votre rendez-vous traîner dans la nature avec une triangulaire qui doivent se faire avant de prendre le rendez-vous. Prenez du leadership, prenez les mails et faites les invites. Et après, les gens en toute autonomie ils pourront mettre oui, non, peut-être sur l'invitation. Et après, prenez des infos aussi sur leurs solutions actuelles. Et forcément, si vous voulez apporter un rendez-vous de qualité à votre interlocuteur, vous êtes hyper légitime à comprendre comment il fait aujourd'hui, au moins juste en quelques lignes, d'accord? Ça vous permettra de préparer votre rendez-vous avec des éléments factuels, en fait, tout simplement. Et aussi, déjà, de vous faire passer pour un pro et pour un bizdev qui a préparé ses meetings par la suite, quoi. Tes KPI, tu suivras. En fait, c'est intéressant aussi, quand vous êtes en mode prospection téléphonique, de pouvoir vous piloter avec des chiffres. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous améliorer. Donc après, vous avez peut-être un logiciel de téléphonie qui vous permet de vous sortir des datas. Et si vous n'avez pas, vous prenez un stylo, 4 couleurs ou pas 4 couleurs, vous prenez une feuille de papier et vous mettez des barres et puis ça fonctionne très bien. Dans un premier temps, il y aurait 4 types d'infos qui pourraient vous intéresser. Ça peut être nombre d'appels, nombre de coups de téléphone en fait qui partent. Ça peut être le nombre d'appels aboutis. Donc ça, c'est combien de fois vous avez le bon interlocuteur au téléphone. Ça peut être argumenté. Argumenté, ça veut dire combien de fois vous arrivez dans votre pitch à aller jusqu'à au moins proposer le rendez-vous, quoi. Donc jusqu'à la proposition finale de votre pitch. Et après, ça peut être nombre de rendez-vous. Donc en fait, ce qu'il faut voir dans ces ratios-là, c'est que bien sûr,
Ça dépend de pas mal de choses, de vos sources de prospection, de votre préparation, de vous aussi, de votre niveau. Des fois, je vais vous dire, il y a des jours avec aussi et des jours sans. Mais de pouvoir piloter vos chiffres, ça peut vous donner un peu des grandes moyennes. Généralement, quand vous passez 30 appels là, vous devrez avoir 10 aboutis au téléphone. Vous pouvez une fois sur deux arriver jusqu'au rendez-vous et vous pouvez prendre un meeting. Vous voyez, généralement, passer 30 appels bien préparés, vous pouvez faire ça en 1 heure de phoning et ça déroule. Et si on part de cette fourchette-là, ça vous permet après de prendre des décisions. Imaginons là, vous vous rendez compte, vous passez 50 appels, vous avez 5 aboutis. Le ratio là, il est pas bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre préparation, elle est pas faite, vos fichiers sont pas bons, les numéros sont faux, vous avez pas les bons contacts, vous appelez pas au bon moment en termes de plage horaire. Donc là, c'est vraiment la phase préparation des fichiers qui est pas bonne, si c'est ce ratio-là qui flanche. Imaginons là, vous avez 15 aboutis et vous avez 2 appels argumentés, ça veut dire que le prospect va toujours venir vous couper au milieu de l'argu. Bah là, en fait, c'est simple. Ça veut dire que c'est votre accroche qui est nulle. Vous n'arrivez pas à avancer. Le prospect vous a pris pour un télépro Madagascar. Est-ce que vous lui avez pas fait un bonjour Maxime Paris, sfr.com? D'accord, un bon vieux prénom, nom entreprise. Donc là, c'est l'accroche qui est à revoir. Et imaginons, bah, vous avez 12 appels argumentés et là, vous avez 0 meeting. Là, ça veut dire que vous avez pas réussi à verrouiller le rendez-vous entre l'effet waouh et que généralement, c'est là où il faut se dire, est-ce que peut-être j'ai pas commencé à trop parler, à vouloir faire un peu une sorte de démo commerciale ou à faire trop une conversation. Finalement, j'ai pas réussi à prendre aucun meeting là-dessus. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions et vous pouvez noter tout simplement ces chiffres ici là. Donc roulement de tambour, on avance sur nos 12 travaux. 10. Et KPI, ça veut dire des chiffres, en fait, Key Performance Indicator. 11. Préparez-vous, s'il vous plaît, les BTF. Je vous promets que le facteur clé de succès d'une section de prospection, c'est vraiment la préparation. Et des fois, ce temps de préparation peut demander autant de temps que la prospection. Si vous voulez, moi, si je me prépare 1 heure pour passer 30 appels, mais la veille, je peux avoir passé facile aussi une bonne heure à avoir préparé les 30 contacts que je vais appeler. D'accord? Plutôt que de prendre des listes froides là, et de vous casser la tête dessus et les dents dessus toute la journée pour vous dire à la fin, ça marche pas. Prenez des contacts chauds avec tout ce que vous avez aujourd'hui en génération de leads, que ce soit mail, que ce soit LinkedIn, tout le contenu que vous avez à disposition. Quand vous passez en mode prospection téléphonique, prenez les contacts les plus chauds que vous avez à disposition, ceux que vous avez travaillé le plus en amont. Facilitez-vous la tâche au maximum. Et de ce travail-là, va venir se construire des sessions de prospection téléphonique qui ont du sens et qui marchent. Et ça, c'est important que ça marche parce que vous savez, en prospection téléphonique, c'est pas en soi le fait de passer des appels qui est dur, qui est chiant et qui est fastidieux. Mais ce qui est dur, chiant et fastidieux, c'est de faire des journées à 0. Si vous faites 10 appels, 0 rendez-vous, vous allez passer une sale journée. Que si vous faites 50 appels et que vous prenez 4 meetings, je vous promets qu'à la fin de la journée, vous serez plutôt fier de vous et vous allez vous dire, cette session, finalement, ça s'est bien passé. Donc, c'est pas le nombre d'appels qui est fastidieux. Ce qui est fastidieux, c'est de finir à 0. Et finir à 0, ce sont des sessions qui ne sont pas préparées. Si vous préparez bien, vous êtes sûr de tomber des rendez-vous. Et finalement, 12. Tes responsabilités, tu prendras. Vous savez, en tant que commercial, on est un peu l'avant-centre de l'entreprise. C'est à nous de transformer l'essai, de marquer les buts. D'accord? Derrière, on a les copains qui ont bossé, on a l'équipe produit qui bosse, on a l'équipe marketing qui bosse, on y a la direction qui a bossé, on a le service client qui bosse. Et en fait, tous ces gens-là comptent sur nous pour pouvoir ramener des clients. Et c'est pour ça qu'on va prendre des meetings pour remplir nos agendas. On passe pas des coups de fil pour passer des coups de fil. Il faut voir un peu plus loin que tout ça. Si vous passez des coups de fil, c'est parce que vous allez ramener du business dans l'entreprise et que derrière, vous allez montrer que tous les copains, ils ont bien bossé, quoi. Quand vous passez en mode prospection téléphonique, vous avez les balles dans la surface de réparation, on vous a donné un produit, on vous a donné une offre,
on vous a donné des actions marketing, c'est pour prendre des meetings. Donc les gars, bah foncez. Et puis bah let's go pour ces conseils de prospection. N'hésitez pas en commentaire à challenger ces 12 points et même à donner des exemples concrets de situations que vous avez vécues sur ces points de 1 à 12. Et sachez aussi, pour ceux qui veulent s'améliorer en bizdev ou avoir tout simplement des bizdev, il y a plusieurs choses pour vous. En descriptif, vous avez mon lien vers mon hub Slime où vous récupérez mes micro-produits. 2, je peux vous mettre à disposition des business développeurs en freelance pour faire de la prospection directement aux entreprises. Ou 3, on peut aussi avoir des coachs et des formateurs pour tout simplement former vos équipes en prospection téléphonique. Donc foncez, donnez-moi votre avis. Et puis let's go les bizdev, on y va là, on fonce.